À notre émission de la semaine, nous parlons de cyber-intimidation avec Madame Nika Naimi, une experte dans ce domaine qui est avec nous en studio ce soir. En deuxième partie de cette émission, nous mettons l'accent sur la visite du nouveau chargé d'affaires de l'ambassade de la République démocratique du Congo au Canada, qui était donc de passage ici même à Montréal. Monsieur Loaka Yamba était avec nous. Et on a également profité pour rencontrer les membres de la COCOM, la communauté congolaise de Montréal, dans un petit restaurant africain de Montréal sur la rue Jean Talon. Ça s'est très bien passé. Une rencontre, vous allez voir, très intéressante puisqu'on a eu l'occasion d'échanger avec quelques membres de la diaspora congolaise à Montréal, à savoir les changements politiques qui ont eu lieu dans ce pays. Que se passe-t-il avec cette période? Et on termine le tout, s'il nous reste encore un petit peu de temps, avec des extraits d'un autre reportage que nous avons réalisé ce soir-là, et avec évidemment des Africains un petit peu avant la veille donc des fêtes. Madame, monsieur, bonsoir, ici Henri Ngaka, bienvenue à notre magazine de télévision. J'espère que ça va très bien chez vous, que vous êtes en forme avec cette nouvelle année, comme on dit, 2020. Beaucoup de bonnes choses. On se promet, pourquoi pas, beaucoup d'amour et la réussite, évidemment, de suivre l'émission. Et j'invite encore une fois le grand public, évidemment le milieu des affaires, à participer et pourquoi pas prendre la publicité à l'émission. Donc c'est l'objectif pour l'année 2020. Alors restez là, nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires. Madame, monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Si vous venez de vous joindre à nous, je vous dis encore une fois bonjour ou bonsoir. C'est le début de l'année, on parle 2020. Beaucoup de bonnes choses à l'émission. Donc pour nous, tout de suite, on vous dit encore une fois une bonne année, santé, succès et réussite à tous nos téléspectateurs. Et beaucoup de publicité pour l'année 2020 à l'émission Ça va causer. Ce soir, nous parlons d'un sujet très intéressant, un sujet qui vous concerne, qui nous concerne tous. On parle aujourd'hui de cyber-intimidation et on parle aussi de cyber-violence. Nous avons avec nous une dame, une experte. Elle est ici avec nous sur le plateau. On va lui donner le temps même de se présenter. Bonjour, merci de votre présence à l'émission. Bonjour, merci de m'avoir invité. Comment ça va? Ça va bien, merci. On commence la nouvelle année, on la démarre en beauté. On parle d'un sujet quand même très intéressant. Lorsque j'ai su que j'allais parler de ce sujet, sincèrement, j'étais très content parce que je suis comme tout le monde. On s'intéresse à la nouvelle technologie, aux nouvelles technologies. On a entendu parler de beaucoup de cas. Ici même à Montréal et un peu par-ci par-là dans le monde. Vous êtes une experte, vous êtes une spécialiste. En fait, qui êtes-vous au juste? En fait, ça fait presque une quinzaine d'années que je travaille dans le domaine de prévention de la cyberviolence. Donc, j'ai fait ma maîtrise là-dedans et je donne des cours à Polytechnique Montréal. Oui. Puis, j'ai fait beaucoup de recherches, je donne beaucoup d'ateliers, des conférences partout un peu dans le monde. Ça va jusqu'à Haïti, oui. Australie, l'Europe. Donc, c'est ça. On parle beaucoup de ce sujet. Je reviens ici, la cyber-intimidation, cyber-violence. En quoi consiste-t-il en-t-elle exactement? En fait, c'est une sorte de violence qui est fait en ligne. Donc, c'est vraiment un spectre de différents comportements. Parfois, c'est dans le domaine criminel et parfois, ce sont juste des comportements qui sont pas corrects. Donc, ça consiste en tous ces comportements-là, toutes les agressions qu'on a, des publications, des conversations. Par exemple, pour vous donner un exemple, ça serait une photo intime qui est publiée. Oui. Sans la permission de la personne. Un autre exemple, ça serait une conversation entre deux personnes qui est assez fâchées. Oui. Deux personnes très fâchées, ils ont un conflit en ligne et ça commence à empirer, à escalader, des choses comme ça. Mais avant d'aller vers les enfants et les plus jeunes, qui sont aussi susceptibles par rapport à cela, je vais vous ramener vers un cas dont j'ai entendu parler. Peut-être que vous nous donnerez plus de détails. Je sors un peu de ce cadre. Beaucoup d'hommes se font prendre
par des jeux érotiques. Ils sont parmi eux des personnalités politiques, monsieur, madame, tout le monde, père de famille, qui essaye quelque chose et bon, se fait filmer et se fait menacer. Reçoit une note pour lui, voilà, vous devez payer telle somme. Si vous ne payez pas, on va montrer ces images à vos enfants. Alors, comment, avant de toucher, j'ai bien dit les enfants, comment est-ce que les adultes peuvent-ils faire pour se prémunir justement de ce genre de situation? Est-ce que ça, c'est de la cyberviolence? Est-ce que ça, c'est de la cyberintimidation, selon vous? Absolument, c'est un peu dans le cas, c'est un peu un mélange entre la fraude et l'intimidation. Parce que on parle de la sextorsion. Exactement. C'est une forme d'extorsion. Souvent, on ne sait pas avec qui on parle. Donc, la première chose que je dirais, c'est que souvent, ça arrive sur des sites de rencontres. Donc, les applications, des sites web de rencontres. Les gens vont rencontrer quelqu'un. Ils vont penser, disons, on dit des hommes, mais c'est des femmes aussi. Donc, disons que c'est un homme qui rencontre une femme, entre guillemets, mais ce n'est pas nécessairement une femme qu'il rencontre, parce que son identité n'est pas validée encore. Exactement. Donc, la personne demande, est-ce que tu peux m'envoyer une telle vidéo? Mais normalement, elle va demander que le visage de la personne soit dans la vidéo. Exactement. Lui, il envoie la vidéo, puis par la suite, elle commence à contacter normalement les contacts sur Facebook, sur Instagram, etc. Et elle fait des menaces. Si tu ne m'envoies pas un tel montant d'argent, je vais diffuser la vidéo, etc. Cette vidéo. Mais pour prévenir ça, il faut toujours valider avec qui on parle. Parce que je pense que souvent, les criminels qui font cette sorte d'activité, ils ne vont pas révéler leur identité. Qui se cache toujours. Oui. Donc, il faut demander une photo qui est en direct. Donc, disons, on demande à la personne, tu peux m'envoyer une photo en faisant un tel truc, comme ça. Donc, on ne peut pas chercher n'importe quelle photo sur Internet avec quelque chose comme ça. Donc, on demande de vraiment valider l'identité de la personne. C'est souvent difficile aussi. Donc, il faut penser à des trucs pour comment vraiment valider. Et aussi, ne pas envoyer des choses comme ça avec un visage qui est inclus, etc. Il faut faire attention. Je pense que c'est ça. Alors, est-ce que les enfants plus jeunes sont-ils susceptibles à la cyberintimidation que les adolescents? Quand moi, j'ai commencé à étudier ce sujet, ça fait 10-15 ans, on n'entendait pas beaucoup de cas chez les enfants. Donc, on parlait vraiment des adolescents de 13 ans et plus. Il y avait beaucoup d'intimidation, cyberintimidation, il y avait des suicides reliés à la cyberintimidation. Mais maintenant, les études démontrent qu'il y a 3 fois plus de suicides parmi les très jeunes. Selon vous, qu'est-ce qui explique cela? D'après moi, c'est un mélange de facteurs. Parce qu'on ne se suicide pas comme ça facilement. Il y a quand même un certain processus. Non, c'est sûr. Et le temps. Ouais. C'est vraiment le temps, en fait. Ce n'est pas une décision comme ça qu'un jeune prend comme ça subitement. Je pense que les plus jeunes, ils sont plus sensibles aux trucs qui sont dans les médias. Donc, ils regardent des émissions comme 13 raisons pourquoi. Je ne sais pas si c'est comme ça en français, 13 Reasons Why. Et là, on parle beaucoup du suicide, on montre comment se suicider, etc. Il y a beaucoup de sites web qui parlent du suicide. Souvent, ils ont des problèmes de santé mentale aussi, de très bas âge récemment. Anxiété, dépression. Ce sont des problèmes qui ne sont pas détectés nécessairement, c'est ça? Parfois, on pense que bon, c'est l'école, les études sont trop dures, ils n'arrivent pas à trouver des amis, des choses comme ça. Mais parfois c'est qu'on n'a pas détecté l'intimidation qu'ils subissent. C'est ça le problème. Parce que souvent, les enfants ne sont pas à l'aise de parler de leur intimidateur. Et parfois, c'est assez subtil parce qu'il y a plusieurs étudiants, plusieurs élèves qui sont impliqués dans un cas de cyber ou d'intimidation en personne. Alors dites-moi, les parents qui nous suivent ici, qui sont suspendus à vos lèvres, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Les parents qui ont des enfants qui sont intimidés,
Il faut faire attention aux petits comportements. Disons que l'enfant, il ne dort pas bien, il ne mange pas bien, il n'a pas beaucoup d'amis, ou il a des amis, mais il faut faire attention. Est-ce que c'est une vraie amitié ou est-ce que c'est un peu... ça semble un peu asymétrique, comme si la personne a plus de pouvoir sur lui. Peut-être c'est une relation abusive aussi. Oui. Donc, il faut faire attention. Il faut observer, en fait, être attentif. Être très, très attentif, parce que sinon, on peut manquer quelque chose de très sérieux. On parle ici de quel âge approximativement? Juste pour nous situer. On parle vraiment de maternelle, donc de 5 ans jusqu'à, disons, dans les années adultes. On va revenir chez les adultes. Dites-moi, quelles formes de cyberviolence prennent place en milieu de travail? Parce que beaucoup de gens ont travail quand même. En milieu de travail, c'est un peu plus dur à vraiment dire ce sont quoi les comportements intimidants. Mais je dirais du flaming, ça arrive très souvent. Et le flaming, c'est vraiment, comme j'ai dit, des messages fâchés entre deux personnes. Et souvent, ça s'appelle le flaming. Oui, le flaming, c'est comme... on est fâché, on envoie un message, et puis on ne pense pas avant de l'envoyer. Okay. Donc, l'autre problème, c'est que si on le fait devant une audience, donc disons que quelqu'un répond à tous. Donc, si on répond à tous, tous les gens qui sont au bureau vont lire le même courriel. Évidemment. Donc, ça porte un peu sur la réputation de la personne, on parle de la diffamation, etc. Et puis, si on combine ça avec l'intimidation qui se fait souvent en milieu de travail, on a vraiment une situation problématique parce que les gens ne veulent pas porter plainte dans leur milieu de travail. Quelle forme d'intimidation en milieu de travail, par exemple? Par exemple, une supérieure qui traite son employé avec pas beaucoup de respect, disons. Sans aucune considération, qui le dénigre, qui fait du micro-gestion de tout ce qu'il fait, qui ne le traite pas bien, qui le traite d'une façon discriminatoire. Micro-gestion, c'est-à-dire il note tout finalement, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Et souvent, c'est relié aussi à la race. Parce que les gens ils vont discriminer contre certains groupes. Et les gens, ils ne vont pas souvent porter plainte. D'accord, mais il y a en fait certains patrons qui vont dire oui, mais là aussi, c'est que l'employé se sert trop facilement de cette raison-là, sachant qu'elle est différente, sachant qu'elle a une couleur différente, sachant qu'elle a des comportements, qu'elle s'habille différemment, donc forcément, à chaque mot, à chaque phrase, il faut quasiment faire très attention pour la susceptibilité. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Moi, je répondrais que ils doivent se responsabiliser de leur comportement. Parce que souvent, l'autre chose qui est faite, c'est que, disons, un patron, il est d'une certaine groupe culturel. Et lui, il a un problème avec un de ses employés, mais il va demander à quelqu'un d'autre de faire la micro-gestion ou de l'intimider, etc. Quelqu'un peut-être du même groupe culturel. Ça, c'est un problème. C'est un problème d'avoir toutes sortes de stress au travail, de se sentir pas validé, pas apprécié par votre employeur, des choses comme ça. Alors dites-moi, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait finalement? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce genre de situation? Il faut responsabiliser, donc il faut avoir un code d'éthique au travail qui couvre vraiment tous ces comportements-là, tout le spectre de ces comportements, qui est même pas couvert, disons, par les normes du travail. Parce que les normes du travail, on parle du harcèlement, on parle vraiment de la discrimination. Si on parle de la commission de la discrimination, de la commission des droits, oui, c'est ça. Donc, on parle des cas plus sévères, mais les cas plus légers, ils ne sont pas couverts dans les politiques au travail. Donc, il faut avoir des politiques qui sont bien détaillées. Dites-moi, pour le public qui nous suit, aujourd'hui, est-ce qu'un cyber-intimidateur a-t-il, selon vous, un profil en particulier? Je dirais que si j'étais criminologue, je dirais oui, il y a plusieurs différents profils. Mais je dirais que comme on parle de beaucoup différentes tranches d'âge, on parle beaucoup de différents types de personnes, pas nécessairement. Parce que l'Internet nous laisse
créer une personnalité en particulier Oui. et d'attirer une certaine audience, un certain public. Et n'importe qui peut être intimidateur, spécialement parce qu'il n'y a pas de loi ou de régulation encore sur Internet. Dites-moi, dans une situation donnée, comment reconnaître qu'on a été victime, en fait, de cyber-intimidation, selon vous? Je dirais que si on a été victime, on se sent vraiment pas bien. On commence à avoir des symptômes de dépression. Donc, on dort trop, on dort pas bien, on dort pas assez peut-être, on mange moins, on veut pas vraiment jaser, on va pas avoir beaucoup d'interactions avec les gens parce qu'il y a quelque chose en arrière de notre tête qui nous fait mal qui nous dérange et on ne sait pas c'est quoi. Normalement, c'est cette relation abusive avec, disons, un de nos collègues, un de nos amis. C'est ça. Le temps nous presse. Il y a tellement de questions ici. Est-ce qu'entre autres, les médias sociaux, entre autres, voilà, les médias, tout le monde sommes tous là-dedans. Est-ce qu'il y a eu changement de comportement? Est-ce que l'intimidation est-elle, disons, en fait, différente lorsqu'on est en ligne? Comment, en fait, ça se passe tout ça? En fait, oui, absolument. Les médias sociaux, on se comporte d'une certaine façon. Comme j'ai dit, parfois, on est très libre de dire ce qu'on pense sur les médias sociaux. Oui. Donc, parce qu'il n'y a pas vraiment une interaction, une rétroaction en direct. Donc, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui arrive à l'autre personne quand on est en train de dire quelque chose. On ne voit pas leur non-verbal. Donc, c'est facile de juste dire n'importe quoi, dire ce qu'on pense. Oui. Oui. Et en plus, je pense que absolument, on n'est pas capable de se déconnecter. Oui. Ça, c'est une différence dans notre comportement. C'est une véritable dépendance. Absolument. Alors, dites-moi justement, parmi mes dernières questions, comment est-ce qu'on fait pour prévenir cette cyber-intimidation et quels conseils auriez-vous à donner aux parents? Ça serait vraiment une approche où plusieurs parties prenantes sont impliquées. On parle d'une approche qui inclut, en fait, la législation, l'éducation, on parle du système de droit, on parle du système de policière, on parle des écoles, des parents, des familles. Donc, et même les compagnies technologiques doivent être impliquées. Donc, il faut avoir toute la communauté qui vient ensemble pour répondre à cette problématique. Ouais. On termine cette interview. J'aime bien synthétiser. Qu'est-ce que le public qui nous a suivis ce soir peut retenir de cette interview? Et là, je vous demande de regarder la caméra. Allez-y. D'accord. Donc, je dirais que si vous êtes parent, de vraiment vous impliquer dans la vie de vos enfants, de vos jeunes et d'enregistrer les mêmes applications qu'eux, ils ont et de savoir comment ils marchent et avec qui ils parlent. Bien, voilà. Merci encore une fois. Merci infiniment d'avoir participé à cette interview et encore une fois, bonne année. Merci, bonne année à vous. Alors voilà, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces messages publicitaires. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI.